Euh, Bienvenue à tous à ce nouveau webinaire du service d'appui RH de Cinéma en Attractivité, donc le dernier webinaire de cette année 2020. Nous avons choisi un sujet qui colle à l'actualité du moment, hein, sur les risques psychosociaux, comment accompagner au mieux vos salariés en temps de crise sanitaire. Voilà, nous espérons que ce webinaire répondra à vos interrogations sur ce sujet. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir notre intervenante, Madame Bourgault de l'ARACT, qui va donc vous exposer ce sujet aujourd'hui. Donc, je vais lui laisser tout de suite la parole. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc, sur ce webinaire consacré à la prévention des risques psychosociaux et à l'accompagnement des salariés pendant la crise sanitaire. Moi, je suis Nadine Bourgault, je suis chargée de mission à l'ARACT Île-de-France. J'interviens beaucoup sur l'accompagnement des entreprises dans le cadre de démarches de prévention des risques psychosociaux, démarches qualité de vie au travail aussi, et puis en accompagnement des managers et des équipes. Alors, je vais simplement, avant de démarrer sur notre sujet, vous dire deux mots sur le réseau ANACT-ARACT. Notre réseau est national. Sa mission, c'est en fait de promouvoir l'amélioration des conditions de travail et notre approche, c'est vraiment d'agir sur tout ce qui va concerner l'organisation du travail et les relations professionnelles. On a aussi vocation à élaborer des méthodes, des méthodologies et des outils de façon à pouvoir accompagner les entreprises. Donc, quand je parle d'entreprise, c'est aussi bien entreprise privée que fonction publique. Nous sommes un réseau composé de l'ANACT au niveau national, donc l'agence nationale qui est basée sur Lyon, et une ARACT par région, 16 ARACT. Moi, je représente l'ARACT Île-de-France qui intervient sur l'ensemble de l'Île-de-France. Alors, on intervient aussi parfois en appui de certaines politiques publiques et notamment nous intervenons actuellement dans le cadre d'un dispositif qui a été mis en place par le ministère du Travail qui s'appelle Objectif Reprise, qui est un dispositif qui a pour vocation d'accompagner les entreprises justement dans le cadre de cette crise sanitaire et pour les aider à reprendre au mieux leurs activités. Ces entreprises peuvent être accompagnées à la fois sur les champs de l'organisation du travail, de la mise en place du télétravail, sur le plan du management, des RH, de la prévention, avec possibilité en fonction des besoins d'être accompagnées par un consultant sur une durée de 6 jours. Et ces interventions sont prises en charge intégralement, gratuites pour les entreprises. Je rappelle, c'est pour les TPE et les PME. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter sur notre site et vous aurez accès à toutes les informations pour pouvoir nous contacter dans ce cadre-là. Alors, quel risque psychosocial ? Va faire dodo. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, tous veiller à éteindre vos micros ? Non, Loulou. Est-ce que vous pouvez éteindre tous vos micros, s'il vous plaît ? Et Madame Bourgault, juste oui. pour vous rappeler pour l'enregistrement. Oui. Je viens d'y penser. Oui. Merci. Alors, dans le cadre de la crise sanitaire, quels sont les risques psychosociaux qui sont spécifiques en fait, puisque cette période, elle a généré en fait un certain nombre de risques, elle en a exacerbé d'autres, mais on va voir un peu comment peuvent se répartir et se caractériser ces risques. Alors peut-être pour rappel que la prévention des risques psychosociaux dans le cadre de la crise sanitaire, c'est la prévention des risques psychosociaux
ça s'inscrit dans le même cadre que la prévention des risques psychosociaux, qui elle-même s'inscrit dans le cadre réglementaire de la prévention de tous les risques professionnels. Les risques psychosociaux étant des risques professionnels, eh bien, l'employeur a obligation donc de mettre en place cette prévention des risques psychosociaux également. Donc le Code du travail rappelle que l'employeur doit préserver donc la santé physique et mentale des salariés, et qu'il doit, pour ce faire, prendre toutes les mesures nécessaires donc, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le Code du travail prévoit aussi que l'employeur doit veiller à adapter en fait régulièrement les mesures de prévention pour tenir compte des changements de circonstances. Donc en fait, dès lors qu'il y a des évolutions majeures dans les conditions de réalisation du travail, l'employeur doit les prendre en compte et notamment mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc bien évidemment, c'est à prendre en compte puisque la crise sanitaire a généré des impacts importants et des transformations dans l'organisation du travail. Je vous propose qu'on rebalaye peut-être rapidement donc les périmètres que l'on va aller regarder de plus près quand on s'intéresse en général à la question des risques psychosociaux. Donc on va aller examiner ces périmètres autour de ce qu'on appelle les familles de facteurs de risques psychosociaux. Donc ça c'est tiré du rapport Golac et Baudier qui date de 2011. C'est un rapport qui a été élaboré par des experts pluridisciplinaires, des médecins, des psychologues, des ergonomes, des juristes. La vocation de ce travail, c'était vraiment de pouvoir identifier des indicateurs de suivi des risques psychosociaux. Alors, quel périmètre est-ce qu'on va aller explorer? On va aller explorer le périmètre des rapports sociaux, des relations de travail. Donc là, c'est toutes les relations qu'on peut avoir dans son travail. Et donc, l'idée, c'est de voir si sur chacune de ces 6 familles de facteurs, on a plutôt des éléments qui vont contribuer à la santé des personnes ou au contraire des éléments, des facteurs qui risquent d'avoir des impacts négatifs sur la santé. Alors du côté des rapports sociaux, relations de travail, donc c'est voir quel est le soutien dont bénéficient les salariés, soit de la part de leur environnement, des collègues, ou bien sûr le soutien de leur manager. C'est tout ce qui est autour des systèmes de reconnaissance aussi. Et sur ce champ, lorsque ça se passe bien, ça peut être vraiment un facteur ressource important pour les salariés. Par contre, si ça se passe moins bien, on peut avoir des situations qui vont générer justement de la violence, peut-être des conflits, des situations de harcèlement moral ou sexuel. La deuxième famille de facteurs, donc deuxième périmètre qu'on va explorer, c'est tout ce qui a trait à l'autonomie, aux marges de manœuvre. C'est-à-dire que là, est-ce que pour faire son travail, on dispose d'un minimum d'autonomie procédurale pour faire ce travail, ou est-ce que tout est prescrit? Est-ce qu'on ne peut pas déroger du tout à une procédure? C'est l'idée de voir si on a quand même des possibilités de mettre un petit peu de sa patte personnelle, si je puis dire, dans son travail, si on peut mettre un peu de soi dans son travail. C'est aussi toutes les questions autour de la bonne utilisation ou développement de ses compétences. Est-ce que dans sa situation de travail, on utilise bien ses compétences, on est sous-qualifié, surqualifié, et est-ce qu'on a un moyen donc de développer ses compétences? Troisième famille de facteurs, c'est l'insécurité de la situation de travail. Alors, ça peut être l'insécurité économique. Dans le contexte actuel, on voit bien que beaucoup de salariés ça peut être un facteur de risque important pour eux, ce sentiment d'incertitude de l'avenir, en fait, d'avoir peur, par exemple, de perdre son poste. C'est donc un élément de stress pour les salariés. Ça peut être aussi pour des personnes qui n'ont pas, je pense par exemple à des personnes qui ont un statut de fonctionnaire qui ne vont pas perdre l'emploi en tant que tel, mais qui peuvent, dans le cadre de réformes, de restructuration, qui peuvent changer complètement de métier, qui peuvent changer de site. C'est en fait toutes les situations où on peut avoir des difficultés à se projeter sur le moyen terme, sur ce qu'on va faire en fait sur le moyen terme. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité du travail, c'est-à-dire est-ce que mon travail est soutenable sur le moyen ou plus long terme. Quatrième famille de facteurs, ce sont les conflits de valeurs.
Alors, les conflits de valeurs, on y met dedans les conflits éthiques et la qualité empêchée. La qualité empêchée, qu'est-ce que c'est? La qualité empêchée, c'est quand, dans son travail, on estime qu'on est empêché de faire un travail de qualité. Hein, c'est-à-dire que les conditions de réalisation du travail ne permettent pas de faire un travail de qualité, soit au sens où on l'entend, ou au sens des règles du métier. Hein. Alors c'est un concept qui a été surtout développé chez les soignants au départ et qui est encore malheureusement complètement d'actualité. Hein. C'est une infirmière, par exemple, qui est obligée de courir de chambre en chambre, qui ne peut pas consacrer de temps aux patients, qui ne peut faire que des actes techniques. Hein. C'est ça la qualité empêchée. Et on peut le retrouver dans de nombreux métiers, dès lors qu'on a le sentiment qu'on est obligé de bâcler son travail, par exemple, pour pouvoir euh, faire tout son travail. Les conflits éthiques, c'est quand, dans son travail, on est obligé de faire des choses qui sont contraires à son éthique personnelle ou à l'éthique du métier. C'est par exemple vendre des produits dont on sait qu'ils ne sont pas de bonne qualité. C'est par exemple avoir des injonctions à détourner un peu les règles ou la réglementation, ou à frauder par exemple. Hein, donc ça peut constituer bien évidemment des conflits éthiques et on peut en trouver dans vraiment, là aussi, des secteurs d'activité et des métiers très, très différents. Dans les conflits de valeurs, on peut mettre aussi le travail inutile, hein, c'est-à-dire avoir le sentiment que dans son travail, on fait plein de choses inutiles. Cinquième famille de facteurs, c'est, je dirais, un grand classique, hein, qu'on rencontre vraiment et de plus en plus, hein, dans le cadre de la crise sanitaire, c'est toutes les problématiques autour de la charge de travail, de la surcharge de travail. Hein, donc, c'est l'intensité de travail et les temps de travail. Donc, c'est à la fois la charge de travail et puis l'interface, en fait, la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et on voit bien que dans le cadre du télétravail, c'est cette conciliation, enfin les frontières, hein, ne sont pas toujours claires, loin de là. Dans l'intensité du travail, on met la charge de travail, on y met aussi tout ce qui est charge mentale, hein, c'est-à-dire que cette charge mentale, c'est en fait tout ce qui va venir impacter en fait le fonctionnement cognitif. Hein, et parfois, pour une tâche qui est une opération relativement simple, il faut recourir à justement X opérations, par exemple aller rechercher pour faire un tableau, par exemple, aller rechercher dans X bases de données, relancer plusieurs services pour avoir l'information. Hein, donc tout ça, ça va bien sûr impacter la charge mentale. Dedans, on peut mettre aussi, par exemple, dans certaines entreprises, c'est un vrai sujet, la surcharge qui est liée à la gestion de la messagerie, où en fait, tout le monde est un peu inondé d'informations, on met tout le monde en copie, etc. Et ça peut être un vrai sujet de travail, hein, pour certaines entreprises. La sixième famille de facteurs, ce sont les exigences émotionnelles. Et les exigences émotionnelles, c'est lorsque dans son travail, en fait, on fait appel à ces émotions, et notamment quand il y a un décalage entre ce que l'on ressent et ce que l'on doit montrer. Hein. Alors ça peut être aussi bien l'exposition à des situations de souffrance, par exemple travailler dans un service de soins palliatifs, hein, forcément il y a une exposition à la souffrance, à la mort. Ça peut être aussi l'exposition, par exemple, à des clients agressifs, hein, dans un service après-vente ou dans un service aux usagers avec un public potentiellement agressif. Voilà, donc vous voyez, ces 6 familles de facteurs, en fait, ce sont les périmètres sur lesquels on va aller regarder si ça se passe bien ou moins bien. Et vous voyez qu'on va avoir bien sûr des différenciations d'un métier à l'autre. Alors,
Pendant la crise sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que globalement, pour les risques psychosociaux, mais comme aussi pour beaucoup d'autres éléments, ce qui dysfonctionnait déjà, en général, ça ne s'est pas réglé, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des dysfonctionnements qui se sont plutôt exacerbés pendant la crise sanitaire. Et puis, il y a aussi des nouveaux risques psychosociaux qui sont à prendre en compte et qui sont générés par ce contexte de crise sanitaire. Alors, on peut essayer de voir un petit peu les différents facteurs de risque qu'il y a en fonction des situations qui ont été rencontrées et qui sont toujours rencontrées par les salariés. Selon qu'ils sont en télétravail, il y a des risques spécifiques. Selon qu'ils sont sur des activités en présentiel, hein, et dès le premier confinement, il y a des gens, bien sûr, qui sont restés à 100% en présentiel, il y a des activités qui ne sont pas télétravaillables, et puis des risques aussi spécifiques pour les salariés qui sont ou qui ont été en chômage partiel. Alors, si l'on prend déjà, dans un premier temps, les risques qui concernent donc qui sont spécifiques pour les métiers en continuité d'activité, donc c'est-à-dire les gens qui ont continué en présentiel, hein, on a déjà bien sûr tous les risques qui sont liés à la peur de la crise sanitaire, la peur d'être contaminé, la peur d'être un vecteur de contamination pour son environnement, par exemple, la peur des fois d'être stigmatisé aussi, ça on a vu des exemples comme ça, surtout lors du premier confinement. Il y a aussi pour les activités en présentiel une intensification des temps de travail, hein, c'est-à-dire que ça a en général généré de la surcharge qui est encore accrue par la mise en place des mesures sanitaires, puisque mettre en place les mesures sanitaires, désinfecter, des nouvelles organisations, bien évidemment, ça crée de la surcharge de travail. C'est aussi la conciliation vie privée, vie professionnelle qui est impactée, hein, notamment liée à cette surcharge. Des conflits de valeurs parce que, en général, on n'a pas pu forcément exercer son métier de la meilleure façon, donc un fonctionnement en mode dégradé qui, selon les activités, peut impacter différemment, hein. Je reprends encore l'exemple des soignants, mais on voit bien que avec les flux très importants de malades qui sont arrivés dans les services, les soignants n'ont pas forcément l'impression de faire le meilleur travail de qualité qui soit. Tous les changements organisationnels, hein, également, donc on va mettre en place des nouvelles procédures, il y a aussi peut-être une polyvalence qui s'installe, des tâches donc, qui ne sont pas habituelles, qui sont à prendre en compte. Il faut prendre en compte aussi en présentiel le développement peut-être de violences externes, hein, des tensions qui sont plus importantes par rapport à des clients, à des usagers, hein. Je vous montrerai tout à l'heure des résultats d'une étude et par exemple, les salariés disent que les clients sont beaucoup plus agressifs, hein, qu'avant la crise sanitaire. Et puis des impacts aussi sur les relations de travail, hein, parce que quand on fonctionne en mode dégradé, avec des contraintes de plus en plus fortes, il y a des risques potentiels sur la qualité des relations du collectif de travail. Pour ce qui concerne maintenant les risques spécifiques à l'activité en télétravail, il y a la conciliation des temps, hein, alors vie personnelle, vie professionnelle, et on sait bien notamment que pendant le premier confinement, il y a eu vraiment une confusion totale, hein, entre la vie familiale, la vie professionnelle, puisque les personnes faisaient du télétravail et pour celles qui avaient des enfants, elles gardaient leurs enfants et elles faisaient de l'enseignement, parfois sur plusieurs niveaux, etc. Donc bien sûr, des impacts aussi très importants en termes de charge de travail et de charge mentale, hein, notamment. Sur la charge de travail, on constate aussi, ça avait été d'ailleurs l'objet d'une étude qui a été menée par l'ANACT lors du premier confinement, un gros pourcentage de salariés répondaient qu'ils avaient donc une charge de travail plus importante. Alors, c'est vrai qu'on a en plus un certain nombre d'éléments qui ne fonctionnent plus ou beaucoup moins bien, notamment la régulation de la charge de travail, le suivi, ce qui peut être régulé peut-être plus facilement en présentiel, l'est beaucoup moins en télétravail. Des risques d'isolement social, hein, et professionnel,
C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je constate dans les retours que je peux avoir de salariés que ça c'est un impact peut-être encore plus fort que pendant le premier confinement, hein, ce sentiment de beaucoup de salariés en télétravail, vraiment d'avoir hâte de reprendre une activité au moins partielle en présentiel, hein, parce que cet isolement, le fait de ne plus voir ses collègues, le fait d'être toute la journée derrière son ordinateur, ça crée quand même des situations qui sont difficiles à gérer pour certains. Les relations de travail, là aussi, hein, elles peuvent être exacerbées. Il peut y avoir des risques qu'elles se détériorent et donc des impacts potentiels sur le collectif de travail. La question des équipements aussi, alors peut-être que c'est un peu mieux pendant le deuxième confinement, mais pendant le premier confinement, beaucoup de gens ont travaillé avec des matériels inadaptés, parfois pas d'accès au serveur ou des matériels parfois personnels, ordinateurs personnels qui n'étaient pas forcément adaptés pour un travail professionnel. C'est aussi bien sûr la question des logements. Est-ce que les salariés ont un espace suffisant, un espace dédié pour pouvoir faire du télétravail. Et donc, on sait que sur Paris, la région parisienne, on est plutôt sur des petits logements. Donc, ces questions-là ont un impact important sur le ressenti des personnes. Et puis, tout ce qui concerne le management et le management à distance. Hein. Est-ce que les managers ont pu s'adapter justement à ces nouveaux fonctionnements et au management à distance. Le troisième situation auquel les salariés peuvent être confrontés, c'est les salariés qui sont en chômage partiel. Et donc là, évidemment, encore plus de risques par rapport à l'isolement social et professionnel. Le risque au niveau de l'incertitude économique, il est évidemment renforcé, puisqu'on sait que beaucoup d'entreprises sont en difficulté, qu'un certain nombre vont malheureusement fermer. Donc il y a évidemment une crainte en augmentation pour les salariés qui sont dans cette situation. Ça a pu générer aussi une perception d'iniquité, de se dire pourquoi je suis en chômage partiel alors que des collègues peuvent faire du télétravail ou du présentiel. Donc ça peut générer un manque de reconnaissance aussi. Et puis d'autres ressentis qu'on peut avoir aussi dans ce cadre-là. Donc en fait, tous ces éléments-là et tous ces impacts, ils sont bien sûr à prendre en compte. Et les entreprises ne peuvent pas faire comme si, quand il y aura un retour en présentiel total ou partiel ou adapté avec du temps partiel, du temps de télétravail, complémentaire, on sera sûrement de plus en plus sur des modes hybrides, en fait, télétravail et présentiel. Les entreprises doivent vraiment prendre en compte tous ces éléments-là. Ce n'est pas un retour à une situation qui est exactement la même que celle qu'on avait avant la crise sanitaire. Donc, par exemple, pour certains, toujours la peur de reprendre des contacts ou de prendre les transports, par exemple, les effets psychologiques du confinement qui sont réels. Je vous présenterai quelques chiffres tout à l'heure par rapport à ça. Il y a quand même des impacts psychologiques sur beaucoup de personnes. Crainte pour l'avenir, on en parlait. Un élément très important à prendre en compte aussi par les entreprises, c'est les tensions potentielles dans les collectifs de travail. Donc vraiment, en termes d'action, c'est vraiment mettre en place des actions qui peuvent fédérer en fait les collectifs, développer la cohésion des équipes. Il y a des nouvelles priorités, des nouvelles organisations du travail qui sont mises en place, qui seront à réfléchir, qui sont à réfléchir dès maintenant, à anticiper, à réfléchir avec les salariés. Attention aussi au risque de sursollicitation des salariés, c'est-à-dire qu'on peut être tenté de vouloir rattraper le retard en fait, de ce qui n'a pas pu être fait pendant la période de crise. Tout ce qui a été perdu, par exemple, en termes de chiffre d'affaires, etc., pendant toute la première partie de la crise sanitaire. Alors,
quelques chiffres sur les impacts. C'est une étude qui a été faite par le cabinet Empreinte Humaine qui a fait donc 4 études pendant la période de pandémie sur la santé psychologique des salariés. Et donc ces résultats sont sortis de la dernière étude qui date du 19 au 28 octobre. Hein. Ils ont interviewé donc 2004 salariés. Alors, dans ce sondage, donc on voit qu'il y a des impacts sur la santé psychologique des salariés, 49% des salariés qui s'estiment en détresse psychologique. Et plus on monte dans la hiérarchie, en fait, plus ce chiffre augmente. C'est-à-dire que pour les managers, on est à 58%. Là, je n'ai pas noté le chiffre, mais dans cette étude, on dit aussi que pour les managers de managers, c'est 72%, je crois, de mémoire. Donc, en fait, plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a des impacts psychologiques. Des impacts sur les relations de travail. Il y a presque le tiers des salariés qui estiment qu'il y a une plus grande compétition entre les collègues. Presque la moitié qui estiment que les clients sont plus agressifs. Des impacts sur l'absentéisme également. C'est vrai qu'en ce moment, on voit quand même une grosse augmentation de l'absentéisme dans les entreprises. Et dans ce sondage, on a presque le quart des salariés qui déclarent avoir pris un arrêt de travail à cause du stress et de l'anxiété. Des impacts sur le rapport au travail et l'engagement aussi, puisque on a 42% des salariés qui indiquent que le travail leur plaît moins. Presque la moitié, 49%, qui disent qu'ils restent dans leur entreprise faute de mieux. Et si on prend le chiffre des télétravailleurs à 100%, on arrive à 60%. Donc 60% des gens qui font du télétravail à 100% indiquent qu'ils restent dans leur entreprise faute de mieux. Donc ça, c'est vraiment un enjeu à prendre en compte en termes de fidélisation aussi, hein, par la suite, de fidélisation des personnes. Qui est un enjeu à prendre en compte aussi sur le point suivant, qui est qu'il y a des attentes qui ont évolué. Hein, pendant cette période-là, on a eu beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations des gens sur ce qui fait sens dans leur travail, sur comment dire, sur le sens de la vie en général même, hein, et de leur travail en particulier. Mais on a eu par exemple des gens qui ont quitté Paris, qui ont décidé de changer totalement de vie. Et donc, en parallèle, on a une forte évolution des attentes des salariés. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a 59% qui sont plus exigeants vers leur employeur pour prendre en compte le bien-être de ces salariés. Hein, donc il y a eu si vous voulez, pendant cette période, des évolutions de niveau de curseur en fait, hein, peut-être pour les gens où ils ont réfléchi plus précisément à leurs priorités, à ce qui faisait sens pour eux, et donc forcément à leur travail. Alors, je vous propose maintenant que l'on aborde peut-être le côté opérationnel, c'est-à-dire quelles actions dans ce cadre-là, quelles actions peut-on mettre en place en prévention des risques psychosociaux. Alors peut-être déjà dans un premier temps, les enjeux pour les entreprises. On voit bien que le premier enjeu en ce moment, il y a quand même des impacts santé, des impacts avérés ou potentiels qui sont très importants. Hein. Donc un enjeu important, donc de veiller à ce champ-là. Il y a aussi des enjeux de performance hein, pour les entreprises. Des enjeux de performance, parce que vous voyez, si on a une augmentation de l'absentéisme, etc., bien évidemment qu'il y a des impacts sur la performance hein, au sens large de l'entreprise, qualité de prestation, possibilité de production, etc. Et puis des enjeux réglementaires, hein, puisqu'on reste bien dans le cadre réglementaire où l'employeur doit préserver la santé et la sécurité des salariés. Alors, un petit rappel, quand on fait de la prévention des risques psychosociaux, si on a mis en place une démarche, dans les démarches de prévention des risques psychosociaux, on essaye le plus possible de faire ce qu'on appelle de la prévention primaire. Ça, c'est vrai pour
tous les risques professionnels, hein, c'est-à-dire que la prévention primaire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte de réduire les risques à la source et d'éviter justement qu'il y ait des impacts, notamment sur les salariés ou sur la dégradation des relations de travail ou sur la qualité du travail réalisé, hein. Donc, quand on travaille sur l'origine, sur les causes, on essaye de réduire les risques et là, on est dans ce qu'on appelle la prévention primaire. La prévention secondaire, c'est d'aider les salariés à être mieux armés pour faire face à un risque dont on sait que potentiellement il pourrait exister. Et donc ça, c'est de la prévention secondaire, par contre, qui peut passer par notamment la formation, hein. Et puis la prévention tertiaire, c'est le volet curatif, hein, c'est-à-dire que là, on a déjà des dommages et il faut évidemment accompagner les salariés qui ont subi des dommages. Alors bien sûr, dans un plan de prévention, il faut qu'on ait des actions sur les 3 niveaux, mais il faut d'abord travailler en prévention primaire. Si on ne fait que de la prévention tertiaire, c'est-à-dire prendre soin des salariés qui vont mal, on risque d'avoir de plus en plus de salariés qui iront mal. Et donc en fait, quand on met en place des actions de prévention, on est en général sur des champs qui vont toucher l'organisation du travail. Donc, on va avoir à travailler en plan d'action la répartition du travail, l'évaluation de la charge du travail, le fait d'organiser des réunions de travail, hein, de revoir les plannings. On est sur ces questions-là, hein, d'organisation du travail dans un plan d'action en prévention des RPS. On va avoir à travailler sur les relations de travail, donc le soutien managérial, quel soutien est apporté aux équipes en proximité, par exemple, quelles sont les coopérations des collaborateurs. On va avoir aussi à rebalayer tout ce qui est GRH, en fait, hein. Donc ça peut être aussi bien quelle est la possibilité d'accès à la formation pour les salariés, comment sont gérés les parcours de mobilité interne, les systèmes de reconnaissance. C'est aussi toutes les questions autour du changement et de sa conduite. Est-ce que quand on a des changements, des transformations, est-ce que les salariés sont suffisamment accompagnés pour pouvoir justement s'adapter à ces changements-là? On est après sur tout ce qui est les moyens physiques et techniques, hein. Est-ce que les moyens physiques et techniques, ça peut être les aménagements d'espace de travail, ça peut être des outils bureautiques, logiciels, etc., qui vont aider à la réalisation du travail. Et puis, on est aussi sur la question des dispositifs qui sont mis en place, c'est-à-dire est-ce qu'on a un dispositif de prévention des RPS qui permet de suivre les situations au plus près, les situations de travail, les plans d'action qui sont prévus, de les réajuster si besoin en fonction des nouvelles circonstances. Et puis, est-ce qu'on a aussi prévu des dispositifs qui sont plus de prévention tertiaire, qui vont permettre peut-être de faire remonter des situations qui seraient déjà dégradées ou des situations de salariés en difficulté vers ce qu'on pourrait appeler une cellule de veille, hein, et qui pourrait donc aider à gérer ces situations dégradées pour trouver une solution pour ces salariés. Alors, des actions phares à mettre en place, hein, dans ce contexte par les entreprises, c'est déjà de voir en prévention primaire comment on peut réduire ces facteurs de risque, hein, donc en agissant sur les causes au niveau de l'organisation du travail. C'est aussi de renforcer encore tout ce qui est soutien social et managérial pour les salariés, c'est-à-dire qu'il y ait surtout pour les salariés qui sont en télétravail, hein, c'est quand même de favoriser et de créer des espaces où ils peuvent travailler en concertation avec leurs managers et avec leurs collègues. C'est aussi développer l'outillage des managers. On est dans un contexte où on a eu beaucoup de managers assez désemparés en fait, hein, ou démunis, manquant d'outillage pour pouvoir animer leurs équipes, notamment à distance. Et puis, c'est aussi tout ce qui est renforcement des dispositifs d'information, de détection, de soutien aux salariés en souffrance, en difficulté, et donc de faire connaître, hein, identifier et faire connaître en interne tous ces dispositifs et les faire connaître à l'ensemble des salariés, mais aussi aux managers, de façon à ce qu'ils puissent se les approprier et les utiliser en fonction des besoins qu'ils peuvent déceler auprès de leurs salariés.
Alors, si on fait un focus plus particulier maintenant sur le rôle du manager dans la crise sanitaire, ça serait déjà en priorité de voir comment, pardon, voilà, de voir comment il peut préserver la santé de ses collaborateurs. C'est un travail aussi d'organisation du travail d'équipe, parce qu'on voit qu'il y a évidemment il y a beaucoup de changements, toutes les procédures ont changé, il faut se réadapter, et cette réorganisation du travail de l'équipe, elle doit se faire, je dirais, quasiment au jour le jour et en concertation la plus étroite possible avec les équipes. La question de la charge de travail, et quand on parle de la régulation de la charge, on est beaucoup sur des problématiques de surcharge, mais il peut y avoir aussi, bien sûr, des problématiques de sous-charge. Alors, c'est vrai qu'en présentiel, on a parfois des choses qui se régulent un petit peu au fil de l'eau, de façon informelle, etc., parce qu'on a la possibilité de prendre des temps, des fois de 10 minutes, un quart d'heure, pour réguler un certain nombre de choses, ce qui ne peut pas se faire forcément en travail en télétravail. C'est vraiment renforcer tout ce qui est soutien individuel et collectif. Donc renforcer les temps de soutien individuel, les temps d'échange en face à face ou téléphonique, mais en tout cas en bilatéral avec ses collaborateurs. Et puis voir comment on peut mettre en place peut-être des espaces collaboratifs entre les salariés. Et puis, c'est s'appuyer aussi sur les retours terrain, ce qui a bien marché, ce qui était plus compliqué pour préparer l'avenir. C'est tirer les enseignements, en fait, de ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire. Alors, une priorité, renforcer l'accompagnement de proximité. Donc, c'est renforcer tout ce qui est espace collaboratif, c'est-à-dire surtout pour les personnes qui sont en télétravail, il y a un cruel manque de liens. Alors par exemple, si un manager a une équipe de 10 personnes qui chacun ont un travail plutôt individuel, c'est voir comment il peut mettre en place des groupes de travail sur des sujets transverses, mais qui vont permettre peut-être d'organiser des groupes de travail à 2, 3 ou 4 qui permettent en fait de créer du lien et du sens en fait aussi au travail. D'organiser donc des temps d'échange réguliers. Et pour le manager, là, il y a vraiment des temps plus particulièrement de renforcer en fait l'écoute qu'il peut y avoir par rapport à des situations individuelles difficiles. C'est veiller aussi à ce que chacun ait bien les bonnes compétences par rapport aux nouveaux outils qui sont mis en place, par rapport aux missions qui peuvent avoir changé, tous les outils qui ont été mis en place, les outils collaboratifs, les plateformes, les outils visio, etc. Les entreprises ont vraiment développé souvent énormément d'outils. Ça veut dire aussi qu'il faut s'assurer qu'il y a une appropriation par les personnes, et puis qu'il y a une appropriation aussi peut-être et des compétences qui ont été accompagnées pour s'adapter aux transformations de missions, aux nouvelles missions qui existent. Des fois, il y a un développement de polyvalence, par exemple. Ça nécessite parfois d'avoir des compétences supplémentaires. Et donc, il faut s'assurer en tant que manager que les salariés ont bien ces compétences-là. C'est aussi voir comment, et là ce n'est pas le manager qui seul a la main, mais comment on peut favoriser les prises de décision au plus près du travail. C'est-à-dire que essayer d'avoir une réflexion un peu plus globale et voir comment tout ce qui concerne vraiment la réalisation du travail, les décisions soient prises au plus près du terrain. En fait, qu'on ne soit pas obligé de remonter au N+10 pour des décisions très opérationnelles qui n'ont pas d'enjeu stratégique. Et puis, voilà, donc tout ce qui est adaptation des ressources, des outils mis à disposition, de l'information également. On a parlé de la charge de travail, donc deux mots sur la régulation de la charge de travail. La régulation, c'est en fait arriver à rendre compatibles d'une part les objectifs, les contraintes, les obligations de l'entreprise, et puis mettre en face quels sont les moyens dont on dispose, dont l'entreprise dispose, et voir comment on peut rendre cela compatible. Alors dans les actions
que l'on peut mettre en place au niveau de la régulation de la charge de travail, c'est tout ce qui est revoir et adapter les objectifs, par exemple. C'est vrai que dans le cadre de cette crise sanitaire, les objectifs étaient à revoir au fur et à mesure, bien sûr, pour s'adapter aux nouveaux contextes. C'est aussi tout ce qui est priorisation de l'activité. Il y a peut-être des activités qu'on pouvait faire en télétravail, peut-être travailler sur certains champs sur lesquels on ne pouvait pas travailler avant, pendant qu'on ne pouvait pas faire le travail, par exemple, en présentiel. Donc ce travail de réajustement, de priorisation, il est à faire au quotidien. C'est l'adaptation aussi de tous les outils qu'on peut utiliser, du matériel aussi, l'adaptation des procédures. C'est important d'organiser aussi des échanges entre les salariés sur se mettre d'accord, qu'est-ce qui fait un travail de qualité, qu'on soit d'accord sur des nouveaux référentiels, parce qu'on fonctionne en mode dégradé. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir faire des régulations au fil du temps sur ce qu'est un travail de qualité, par exemple, et avoir des points de repère pour le collectif de travail, que ce ne soit pas chacun qui fasse comme il le peut et comme il pense qu'il est bien de le faire. C'est le point d'attention aussi, comme on l'a évoqué, aux sursollicitations par rapport à la charge de travail. Et puis encore une fois, prendre en compte tout ce qui est lié à la mise en place des mesures sanitaires, qui souvent n'est pas quelque chose de complètement anecdotique, mais qui vraiment concerne un temps suffisamment significatif. Alors, c'est renforcer le soutien aussi, alors que le soutien managérial, on peut le répartir en plusieurs points. Il y a le soutien matériel et instrumental, c'est-à-dire donner les bons outils, donner les bonnes informations avec le soutien informatif, surtout donner l'information utile pour faire son travail, avoir des procédures à jour, informer régulièrement sur les changements, etc. Et puis ensuite, on a aussi le soutien qui permet aux salariés d'avoir des manifestations de reconnaissance qui vont renforcer sa confiance. Donc, c'est tout ce qui est attitude d'encouragement, par exemple, des retours positifs, de valorisation. Et puis, le soutien émotionnel, là, c'est être dans un comportement d'écoute pour le manager et puis d'empathie, pouvoir rassurer quand la personne a des difficultés ou a des questionnements. Et si vous voulez, le rôle du manager, il est important, notamment dans le cadre de cette crise sanitaire, sur ces deux volets, si on dit d'une part le soutien matériel et informatif, et d'autre part le soutien relationnel. Et dans le soutien relationnel, c'est vraiment on l'a vu, développer les temps d'échange, les temps d'écoute pour pouvoir identifier plus facilement des personnels qui seraient en difficulté et les orienter si besoin vers des dispositifs mis en place pour les prendre en charge, puisqu'encore une fois, le manager n'est pas psychologue, médecin, etc. Il n'a pas vocation à prendre en charge toutes les situations. Par contre, il a un premier rôle d'alerte et d'identification de situations des salariés qui seraient en difficulté pour pouvoir les faire remonter au RH, de prendre le relais avec le médecin du travail ou d'autres acteurs. Alors un petit focus sur le repérage de salariés en difficulté. Alors, ces repérages-là, ils ne sont pas toujours évidents, même en présentiel. Alors, vous voyez, qu'en télétravail, si un manager n'a aucun échange avec ses salariés, il y a peu de chances pour qu'il puisse identifier ces points-là. Donc, il peut y avoir des salariés en souffrance, il peut y avoir des manifestations sur le plan émotionnel, ça sera de l'irritabilité, hypersensibilité par exemple. Sur le plan physique, alors là, c'est pas toujours évidemment facile à détecter, mais ça peut se manifester par des troubles du sommeil, des maux de tête, des troubles musculo-squelettiques. Sur le plan intellectuel ou cognitif aussi, là, ça peut être des erreurs récurrentes, des oublis, des difficultés à se concentrer, difficultés à pouvoir
devoir gérer plusieurs tâches en même temps. Et puis au niveau comportemental, ça peut donner lieu du repli sur soi, ça peut donner lieu à le développement de conduites addictives, par exemple, des comportements qui vont être agressifs, hein. Et donc sur tous ces points-là, il y a nécessité d'être particulièrement vigilant. Alors, c'est, comme on le disait, pour le manager, le fait de ne pas sentir qu'il est seul à devoir tout gérer. Donc lui, encore une fois, son rôle, c'est d'alerte. Après, c'est de pouvoir identifier à la fois les acteurs en interne et externes qui peuvent contribuer et aider à résoudre la situation. Et donc, ils peuvent être des relais vers lesquels orienter. Donc ces acteurs, ce sont aussi bien bien sûr les ressources humaines, c'est la hiérarchie au-dessus, ça peut être les préventeurs, ça peut être le CSE, la commission santé-sécurité du CSE, ça peut être des représentants du personnel, le médecin du travail, bien évidemment, tous les acteurs d'une façon générale de la santé, de la prévention. Certaines entreprises, il peut y avoir une infirmière, une assistante sociale, un psychologue, hein, par exemple. Et donc, dans les services de santé au travail, il peut y avoir aussi ces acteurs-là, hein, des psychologues, des ergonomes qui peuvent aussi aider dans ces situations-là, mais ça peut être aussi parfois encore d'autres acteurs externes, hein, par exemple, par rapport, on évoquait éventuellement des conduites addictives, puisqu'il y a aussi des études qui ont été menées là-dessus qui montrent qu'il y a du développement de conduites addictives. Il y a eu pour certains salariés du développement de conduites addictives. Et dans ces situations-là, c'est peut-être aussi d'orienter vers les acteurs spécialisés. Et puis pour terminer, eh bien c'est vraiment de pouvoir le plus possible donc s'appuyer pour la suite sur les retours d'expérience, hein. Donc c'est-à-dire que dans les retours d'expérience, et là ces retours d'expérience, c'est vraiment un travail collaboratif, c'est pas un travail à faire seul, c'est un travail à faire en équipe, en mettant en place des groupes de travail, hein. C'est en gros de pouvoir identifier ce qui a bien marché, ce qui pose difficulté aussi, hein, ou ce qui a posé difficulté dans le contexte de crise sanitaire, dans les fonctionnements. Et on peut d'ailleurs, pour faire ce travail, partir de thématiques, hein, en fonction de l'activité que l'on a, bien évidemment, de partir de thématiques opérationnelles, hein, qui peuvent être des thématiques organisationnelles. Par exemple, pendant la crise sanitaire, on a eu un gros problème sur la gestion de nos plannings. Et donc, on va, sur cette thématique-là, identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui a fait difficulté. Donc, on va faire en fait un diagnostic partagé, hein, donc dans le cadre d'un groupe de travail, par exemple. On fait un diagnostic partagé de la situation. On va voir quelles sont les préconisations qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire pour améliorer, que proposons-nous. Ces préconisations, on va pouvoir les expérimenter, c'est-à-dire changer des façons de travailler, hein, pour pouvoir expérimenter de nouvelles façons de procéder, hein. Si je reprends mon exemple de la gestion des plannings, peut-être qu'on va pouvoir l'organiser différemment et on va tester, on va l'expérimenter. Au bout d'un certain temps, on va l'évaluer. C'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce que ce qu'on a mis en place, ça marche mieux, moins bien? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent bien qu'on peut garder, d'autres qu'on peut éliminer, hein? C'est ça, le réajustement. Et puis après, globalement, l'idée, c'est d'être mieux équipé, que ça fonctionne mieux et qu'on puisse éventuellement pérenniser ce qu'on a mis en place et puis voire le déployer sur d'autres services, hein. Par exemple, on a expérimenté quelque chose sur le champ d'un service et on pourra l'expérimenter de façon un petit peu plus large. Voilà, j'en ai terminé. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions. Alors, les attentes des employeurs ont-elles été interrogées? Alors, je ne sais pas par rapport à cette question si… C'est Valérie Lano, directrice de Seine-et-Marne Emploi Handicap, parce qu'on parle des attentes des salariés beaucoup, mais il y a Oui. aussi des attentes côté employeur, et ça n'a pas fait l'objet d'études?
Les employeurs, dans les premiers slides de votre intervention, vous expliquez que les salariés veulent plus qu'on se concentre plus sur le bien-être au travail. Mais j'imagine que les employeurs ont eux aussi des attentes par rapport à leurs salariés suite à la crise, d'implication, voilà. Et ça n'a pas fait l'objet d'études. Alors, ça a certainement fait l'objet d'études, mais qui ne se situent peut-être pas sur le même registre. Parce que, bon, on le voit, il y a je le présentais dans les chiffres sur les managers, et plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a des impacts, qui sont difficiles. Alors, il y a certainement des études qui sont faites sur les attentes, mais pas seulement sur les attentes en termes de prévention des risques psychosociaux ou par rapport aux salariés. Mais je ne sais pas quelles sont les études précises qui ont pu être faites sur ce sujet-là. Avez-vous des coordonnées de ces relais d'aide hors la médecine du travail, des associations? Où pouvons-nous trouver ces informations? Je dirais que là, ça dépend bien sûr des champs de spécialité dont on a besoin, mais par exemple, on peut avoir, je ne sais pas, des personnes qui ont besoin besoin de travailler sur une reconnaissance de handicap, donc des structures qui peuvent être spécialisées par exemple sur le handicap, donc pouvoir avoir une reconnaissance. Je suis directrice de Cap Emploi et effectivement, j'allais vous le dire. Voilà. Pour des qui sont reconnus travailleurs handicapés et pour les aider pour le maintien dans l'emploi et même pour aménager les situations de télétravail, on a des aides exceptionnelles pour qui peuvent être mobilisées via la GFIP et on est à disposition des employeurs, bien évidemment. Oui, merci. Merci de ces précisions. Donc, voilà, pour le handicap, il y a bien évidemment tout un ensemble de structures, mais je pensais aussi à des structures spécialisées par rapport je citais la dictologie, par exemple. Il y a des associations, il y a des structures. Donc, bien évidemment, après, il y a un certain nombre de relais qui peuvent être donnés aussi quand il s'agit de pathologies, bien sûr, de relais qui peuvent être donnés aussi directement par le médecin du travail, qui est local et qui a accès à un certain nombre d'informations par rapport à cela. Pouvez-vous remettre l'avant-dernière slide? C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est celle-ci, ce qui concerne les retours d'expérience. Je ne sais pas s'il y avait une question par rapport à ça. Pour rebondir peut-être sur la question que vous évoquiez sur les attentes des employeurs, il y a certainement des études qui ont été faites sur les entreprises en général et puis aussi plus spécifiquement sur les besoins des dirigeants, c'est-à-dire dans ce contexte les besoins qu'ils peuvent avoir aussi de soutien personnel. Et il y a des structures d'ailleurs qui ont été mises en place aussi, ou je pense à des numéros verts même, qui ont été mis en place de façon spécifique pour les dirigeants d'entreprise. Et il y a aussi des numéros verts qui ont été mis en place de façon spécifique pour les télétravailleurs des TPE et PME. Donc tous les salariés de TPE, PME qui sont en télétravail et qui éprouvent des difficultés par rapport au télétravail peuvent appeler un numéro vert qui est le numéro vert en fait général sur dans le cadre de la crise sanitaire, le numéro vert gouvernemental, et ils peuvent être réorientés donc vers du soutien psychologique. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Non, pas d'autres questions? Écoutez, merci. Merci de votre attention.
Et puis, très bientôt peut-être sur un autre format. Merci. Et au revoir. Madame Bourgault, Oui, est-ce qu'il sera possible d'envoyer votre support aux oui, bien participants? sûr, bien sûr. D'accord, parfait. Je le renverrai alors. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence et Merci à très beaucoup. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.